Voilà, donc pour essayer de voir un petit peu dans ces 10 ans qu'est-ce qui a pu changer et comment les Français, en fin de compte, aujourd'hui vivent la prévention. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur François Alla. Vous êtes professeur de santé publique, Université de Bordeaux, et vous dirigez en fait le seul service de prévention et consacré à l'innovation en prévention au CHU de Bordeaux. En face de vous, Gaël Slimane, vous êtes président et cofondateur de Odoxa. Odoxa, qui est un institut d'études indépendant, et vous vous intéressez beaucoup à la santé. Alors, pour planter le décor, François Alla, je voudrais vous poser une première question. Qu'est-ce qui définit en fin de compte un état de santé d'un individu, d'une population? Sur quoi on se fonde pour voir dans quel état on est et comment les choses évoluent? Vaste question. Et je pense Vous avez 2 minutes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aura un certain nombre d'éclairages, puisque à travers le programme et ce qui a été hier dit en introduction, différents leviers, l'aller vers, l'éducation, etc., on peut brosser ce portrait. Mais je commencerai peut-être par être un peu provocateur. C'est le rapport de la Cour des comptes il y a tout juste un an, qui, et je cite, qui concluait que la France avait un bilan médiocre en prévention, malgré un investissement équivalent aux pays voisins. C'est à peu près le terme qu'ils ont employé. Et c'est là où je vais venir à votre question. Et effectivement, quand on regarde les indicateurs français, on est surpris du décalage énorme. Voilà, hier, j'étais sur une journée sur le tabagisme des jeunes. Les 15-25 ans, 30% de fumeurs en France. Les 15-25 ans, 3% de fumeurs aux États-Unis. Un rapport de 1 à 10. Ça interpelle quand même un petit peu. Et c'est là où j'en viens à votre question. Ce n'est pas tellement un manque de moyens, même si effectivement la prévention nécessite des moyens, mais il y a 15 à 20 milliards d'euros qui sont quand même investis tous les ans. C'est plus un mauvais logiciel. On a encore en France, et c'est une spécificité et qui explique un certain nombre d'indicateurs et qui ont été cités aussi par Monsieur le ministre en introduction, c'est qu'en France, on a encore cette idée que la prévention relève d'un choix individuel, d'une personne plus ou moins bien informée, et donc on transmet de l'information, et tout d'un coup, les gens vont changer leur comportement. C'est connu d'ailleurs, il n'y a aucun médecin fumeur en France, parce qu'ils sont tous bien informés des risques liés au tabac. Et c'est là une erreur majeure. C'est que le virage, justement, de ces 10 dernières années, le virage scientifique et qui a été transformé en politique publique dans beaucoup de pays, j'ai cité les États-Unis, on peut citer l'Angleterre, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, etc., c'est que la prévention, ce sont d'abord des déterminants liés à l'environnement, que ce soit l'environnement physique, l'environnement social, l'environnement organisationnel, l'environnement au travail, à l'école. Et c'est là que sont les leviers et l'essentiel des leviers. Et c'est comme ça qu'il faut réussir à agir et à transformer notre vision de la prévention. Effectivement, il y a des leviers individuels. Effectivement, il faut informer. Effectivement, il faut travailler sur la littératie, comme ça a été souligné tout à l'heure. Effectivement, il faut mobiliser et permettre à chacun de faire des choix favorables à sa santé. Mais pour faire des choix favorables, il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir les infrastructures pour le faire, il faut avoir les outils pour le faire, que ce soit dans le système de santé ou en dehors. Pour prendre un petit exemple anecdotique peut-être, donc je viens de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux. Ça fait partie du top 10 des villes dans le monde avec le plus de pratiques de vélo. Plus de 10% de la population bordelaise fait le trajet domicile-travail en vélo, ce qui est moins d'1% en France en moyenne. Donc, c'est ce qui est très bien, c'est énorme. Est-ce que c'est lié à une campagne de prévention? Faites du vélo, faites de l'activité physique, mangez, bougez, non à la sédentarité? Non, c'est parce que le climat s'y prête, la géographie s'y prête, une politique publique offensive en termes de pistes cyclables, d'équipements et autres. Et c'est ça qui fait de la réussite. Donc, des leviers individuels, certes, mais surtout, réfléchir à des environnements qui permettent à chacun, et notamment aux plus vulnérables, ça a été cité, d'avoir des comportements favorables. On va y revenir bien évidemment tout au long de cette matinée. Gaël Slimane, vous êtes donc plutôt un sondeur, comme on dit. Vous testez, vous auscultez, vous regardez comment les Français se comportent, et également dans le domaine de la prévention. Et vous allez en avant-première nous livrer des résultats de l'édition 2022 de votre baromètre Odoxa pour le groupe Ramsay Santé, avec en particulier une comparaison avec les pays européens. Donc on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci. Donc je vais vous balayer les résultats sur une dizaine de graphiques, de slides, qu'on puisse les partager ensemble. Mais évidemment, tous les résultats sont disponibles sur Internet, ils sont très complets. Vous imaginez, on est sur, je ne sais pas si la zapette va fonctionner, mais oui, vous voyez la méthodologie, on est sur un échantillon important de population, 3000 personnes, on a interrogé 1 millier de Français, c'est le classique, un échantillon représentatif de la population française, et 2000 Européens, avec le souhait
de mesurer, le professeur Alla parlait des déterminants macro en quelque sorte, nous on n'est pas du tout là-dessus. On est sur la perception par les opinions publiques un petit peu partout en Europe, et ça va peut-être vous parler, professeur, parce que ce qu'on va voir ici, c'est qu'au niveau de la prise de conscience individuelle, quelque chose s'est passé ces dernières années en France. Juste une précision, d'habitude on fait des échantillons européens en nous référant aux 4 grands pays européens comparables. Cette fois-ci, on en a pris 3, donc Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, et on a ajouté comme 4e pays, un pays qui est plutôt perçu comme une référence en matière de santé et de prévention, la Suède. C'est vrai que les pays nordiques ont plutôt une bonne presse. Ils ont une bonne presse, et il y a quelques années, on avait fait, parce qu'on fait beaucoup de baromètres en santé à Odoxa, notamment avec la chaire santé de Sciences Po, et il y a quelques années, on avait déjà posé tout un tas de questions dans ces différents pays, et donc on peut mesurer des évolutions intéressantes. Alors, premier résultat que je veux partager avec vous, bonne nouvelle, d'habitude j'apporte des mauvaises nouvelles, le sondeur est celui qui dit que rien ne va et que les gens sont mécontents. Bonne nouvelle, sur les questions de santé en général, et on va le voir ici sur la prévention, le sentiment des Français n'est pas mauvais, y compris comparé à nos voisins européens, alors qu'encore une fois, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. On a 87% des Français qui estiment qu'ils sont en bonne santé. Ça nous situe en tête des pays européens comparables. Globalement, vous voyez le niveau de perception de sa santé. Alors peut-être est-ce anticorrélé au fait d'être très attentif en matière de prévention, mais le niveau de perception de sa bonne santé est plus faible dans les autres pays européens. On est par exemple à 72% en Suède. Deuxième élément, l'idée du curatif par rapport à la prévention. Alors ça, on n'avait pas posé exactement cette question il y a quelques années, mais j'avais une question comparable qui montrait que quand même, pour les Français, se soigner, c'est plus important que de faire de la prévention. Eh bien, ça n'est plus le cas. On a aujourd'hui une majorité de la population française qui nous dit qu'il est plus important et plus efficace d'améliorer la prévention que de parvenir à mieux soigner les gens lorsqu'ils sont malades. Et ça me consacre un tournant. Alors, on est plutôt en retard, si j'ose dire, sur ce sentiment par rapport à nos grands voisins européens. Dans les autres pays européens, c'est encore plus net. Quasiment les 3/4 des personnes interrogées pensent que la prévention est plus efficace que le curatif. Mais en France, on est déjà sur une majorité de Français à le penser. Alors, le ministre de la Santé était en distanciel avec nous ce matin. Il aurait été heureux de voir ce résultat. Là aussi, c'est assez rare que d'avoir des Français qui ne se montrent pas sévères avec l'action des pouvoirs publics et des gouvernants. Ils estiment que la prévention, elle tient déjà une place importante dans la politique santé de leur pays, mais il y a une marge de progression qui est extrêmement importante, puisque ceux qui nous disent la prévention santé, elle est prioritaire dans la politique santé de mon pays, ne sont que 37%. Les autres nous disent c'est important, mais pas prioritaire. Alors, on parle de prévention santé, mais qu'est-ce que c'est, après tout ? Est-ce que les gens ont une vague idée de ce que ça recouvre ? Pour le savoir, on pose depuis pas mal d'années maintenant une question où on explique avec un petit chapeau ce qu'est la prévention santé. Donc vous voyez, c'est la petite définition qu'on indique de manière assez exhaustive. Chacun peut la lire, chacune des personnes interrogées. Et ensuite, on leur demande si c'est quelque chose dont ils avaient entendu parler. Eh bien, aux surprises, merci Covid, si j'ose dire, en l'espace de 3 ans, depuis 2019, on a une majorité de Français qui nous disent qu'ils sont familiers avec cette notion, qu'ils la connaissent. On est à 64%, quasiment les 2/3. Il y a 3 ans, en 2019, quand on posait exactement la même question, il n'y avait qu'une minorité de Français qui comprenaient, qui connaissaient cette notion de prévention santé. Deuxième élément, alors l'évolution est notable mais moins spectaculaire, sur le fait d'être soi-même attentif à la prévention de sa santé, eh bien, on a une majorité de Français qui nous disent faire attention, être attentif. On est à 84%. On était 3 points en dessous il y a de cela 3 ans, 4 ans. Ensuite, sur l'information des bons comportements à adopter pour préserver sa santé, on a une majorité de Français qui, d'habitude aussi, se plaint et qui, là, nous dit « Non, je suis assez bien informé ». Alors, c'est du relatif, ce n'est pas du très majoritaire, on n'est pas sur du très bien, mais quand même, 71% de nos concitoyens estiment être bien informés des bons comportements à adopter pour préserver sa santé à long terme. Et les 3/4 des Français, sur le slide voisin que vous voyez, pensent avoir déjà été sensibilisés à la prévention santé. Là aussi, sur tous ces indicateurs, on note des progressions de 3 points, de 4 points. Donc on est en mouvement et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Et de fait, on a testé en France et en Europe toute une batterie de comportements en matière de préservation de sa santé, de prévention de sa santé, qu'il s'agisse de manger 5 fruits et légumes par jour, d'arrêter ou de limiter sa consommation de tabac ou d'alcool, etc., etc. Dans tous ces domaines, tout le monde en France et en Europe nous dit « oui, je sais qu'il faudrait le faire ». Et on a en moyenne à peu près les 3/4 de nos concitoyens et des Européens qui nous disent qu'ils essayent déjà de le faire. Donc on est sur, et on a même 20% des personnes interrogées en France et en Europe qui nous disent qu'ils font tout cela. À la fois sur bien se reposer, manger, dormir. Alors vous remarquez les comportements les plus à la fois connus mais moins pratiqués, concernent l'activité physique et concernent le sommeil et la limitation de son exposition aux écrans. Alors, pour finir, et ils n'ont pas tort, on voit que les 3/4 des Français nous disent qu'ils adoptent ces comportements. Le problème, c'est à la fois ce que disait le professeur Alain il y a un instant, que ça, là, on est au niveau individuel. Et l'autre problème, c'est dans le camembert, si j'ose dire, l'énorme part en grise. C'est-à-dire que les gens nous disent le faire le plus souvent, ils ne nous disent pas qu'ils le font systématiquement. Alors ces chiffres sont quand même assez spectaculaires. Je ne sais pas ce que vous ressentez, vous qui êtes derrière votre écran ou ici dans la salle, mais on va demander à François Alla déjà sa réaction, parce qu'on a l'impression qu'en fin de compte, alors les choses ont évolué, semble-t-il, mais c'est devenu maintenant vraiment quelque chose de courant. Est-ce que c'est vraiment du déclaratif ou est-ce que vous pensez que c'est de l'action ? Les deux, hein, et c'est vrai que ce sont des bonnes nouvelles, mais qui rejoignent ce qu'on peut avoir, nous, sur le terrain et dans nos recherches dans différentes situations. Globalement, les personnes se disent informées, mais sont informées. Les personnes disent être attentives à la santé, mais sont réellement attentives à la santé. Et toutes, voilà, moi, par exemple, je travaille beaucoup sur le tabac et chez les adolescents. Contrairement à une idée reçue, 4 adolescents sur 5 qui fument désirent arrêter et expriment le désir d'arrêter. Donc aujourd'hui, la question, ce n'est pas comment informer, comment motiver, c'est comment accompagner concrètement cette motivation. Vous avez cité les écrans qui se retrouvaient un peu en bas là, dans votre diagramme. Aujourd'hui, on explique aux parents, pas d'écran pour vos enfants. Faites-les jouer dans le jardin. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas de jardin ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas d'espace vert ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas d'alternative ou qui n'ont pas la possibilité, parents célibataires, etc. etc. Et donc c'est ça, comment la politique publique peut donner les moyens. Alors, avant de passer la parole à Jean-Michel Leclerc, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que c'est vraiment homogène ou est-ce qu'il y a par exemple une discrimination sociale ? Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs quand même qui sont plus impactés ? Voilà, l'exemple du jardin et de l'écran montre qu'effectivement, ce sont les plus vulnérables. De par des questions sociales, culturelles, géographiques, qui sont le plus éloignées, effectivement, de la prévention, de par leur environnement, et aussi, et je pense que c'est important à souligner, puisqu'on en a beaucoup parlé ce matin, le système de santé aussi, l'offre de soins, qu'elle soit ambulatoire ou hospitalière, qui aujourd'hui n'est pas très prévention-friendly, si on peut dire. Un tabacologue, voilà, je reparle du tabac, dans certaines villes, c'est 6 mois de délai d'attente. Le dépistage, on parlait de la prévention secondaire, le dépistage par mammographie, certaines femmes n'ont pas d'offre du tout sur leur territoire à moins de 2 ou 3 heures de route, y compris des femmes qui reçoivent l'invitation pour se faire dépister. Et ça, c'est un facteur d'inégalité sociale et géographique extrêmement important. Jean-Michel Leclerc, votre réaction ? Je partage tout à fait tout ce qui vient d'être dit. D'une part, je suis quand même agréablement surpris de l'image que les gens ont de la prévention et de leur état de santé. Les Français sont en général qualifiés d'être pessimistes et là, ils ont l'air d'être un petit peu optimistes. Est-ce que ça reflète la réalité ? Je pense que ça reflète effectivement une prise de conscience, un désir d'arriver à quelque chose. Alors, que les gens disent « je suis informé », ça ne m'étonne pas tellement parce qu'on est abreuvé d'informations. Mais l'information ne suffit pas du tout. Effectivement, de passer de la connaissance à l'acte, il y a vraiment un fossé. Et je partage votre point de vue sur les déterminants. Nous, dans le domaine de la nutrition, il y a très très longtemps que l'on dit arrêtez de vous occuper de l'assiette des gens, mais occupez-vous du pourquoi de l'assiette des gens. Pourquoi les gens mangent ce qu'ils mangent. Et effectivement, quand vous avez une maman qui est au 12e étage de sa tour dans la banlieue parisienne et qui, le soir, a plein de choses à faire, elle est toute seule, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met son enfant devant la télé, avec un smartphone ou devant un écran, et puis elle lui donne un paquet de biscuits. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Parce que si elle met l'enfant dehors, il
c'est l'hiver, il fait nuit, c'est dangereux, il n'y a pas d'espace vert. Donc moi, je partage votre point de vue sur les déterminants, l'environnement, c'est très très important, c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir. Pour la sédentarité, c'est sûr que l'aménagement du territoire, c'est un élément essentiel, et je crois que vraiment, c'est là-dessus qu'il faut aller. Bon, il y a une prise de conscience aussi des professionnels comme vous, comme nous, c'est positif. Alors, il y a une petite question qui nous est posée, alors qui vous est posée à tous les deux en fait, par Edith, qui dit: est-ce qu'on peut dire vraiment que nous sommes en meilleure santé qu'il y a 10 ans? Est-ce que dans vos sondages, vous avez l'information? Ce n'est pas à moi de répondre. Moi, ce que je mesure Ce que vous dans voyez. les sondages, c'est la perception Oui. qu'en ont les gens que j'interroge. Donc, on interroge souvent des professionnels de santé, des médecins, des soignants, qui, eux, n'ont pas ce sentiment-là, que les Français seraient spécialement en meilleure santé. Les gens que nous interrogeons ont en tout cas l'impression qu'ils sont mieux informés sur ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé. Juste un rebond sur ce que vous disiez sur les différences sociologiques. Encore une fois, les données sont très riches, il y a beaucoup d'informations dans cette enquête. Quand on s'amuse, si j'ose dire, à comparer en termes de catégorie sociale, on est sur une vingtaine de points d'écart entre les cadres et les ouvriers. Par exemple, sur la connaissance de ce qu'est la prévention santé, on a quasiment 20 points d'écart. Et nous réalisons l'étude OBEPI, vous parliez d'obésité, sur l'obésité et ses déterminants. On a, sur les 47% de personnes obèses, des écarts spectaculaires entre les catégories sociales encore aujourd'hui. François, là, votre réaction sur cette notion de est-ce qu'on est en meilleure santé, alors qu'on dit en même temps que l'espérance de vie en bonne santé, et c'est ce que souligne d'ailleurs Marc, n'est pas forcément ne progresse pas en tous les cas en France. Bon, c'est difficile de répondre à la question parce que depuis 2020, ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu un gros événement de santé qui bouleverse un peu les statistiques. Mais globalement, il y a un virage, et peut-être dans le mauvais sens. C'est que depuis les années 50, tous les indicateurs s'amélioraient. L'espérance de vie augmentait de 2, 3 mois, 4 mois chaque année. La mortalité infantile chutait. Les écarts diminuaient. Mais là, malheureusement, depuis 4-5 ans, on est sur d'autres types d'indicateurs. Comme l'a souligné Monsieur le ministre, l'espérance de vie en bonne santé stagne, voire baisse. Très récemment, on a observé en France une augmentation, et c'est une première depuis plusieurs dizaines d'années, une augmentation de la mortalité infantile. En termes de santé mentale, vous avez vu les chiffres, que ce soit chez les jeunes et en population adulte, pratiquement la moitié de la population française souffre d'un symptôme ou d'un syndrome anxio-dépressif, ou dépressif. Donc, et en termes de facteurs de risque ou de déterminants de la santé individuelle, vous avez souligné le surpoids, l'obésité, vous avez souligné le tabagisme, où maintenant en France, on est très au-dessus de la moyenne européenne. Donc, si on regarde sur 50 ans, effectivement, des progrès gigantesques, d'ailleurs plus liés au système de soins qu'à la prévention et à la qualité du système de soins français, hein, même si on s'en plaint quand on compare, on est plutôt bien pris en charge en France. Mais voilà, un certain nombre d'indicateurs inquiétants. Ça stagne. Alors, on va continuer peut-être avec vous parce que là, on dit les chiffres sont bons. Est-ce qu'il y a quand même des réserves? Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire? Oui, il y a encore des choses à faire, y compris en termes d'aide à la prise de conscience individuelle, hein, même si on a vu que ce n'était peut-être pas le seul sujet. Alors, je ne sais pas si on voit défiler les slides à l'écran de nouveau. Oui, vous les voyez? Oui. Ok. Quelle est la raison qui, dans la pratique au quotidien, explique le plus que l'on n'ait pas recours à ces bons comportements de santé? Je vous rappelle qu'on leur a demandé s'ils les connaissaient, et ensuite on leur a demandé s'ils les appliquaient. Il y a un hiatus quand même entre les deux. Et la première des raisons, j'ai envie de dire, c'est la flemme, pensent les gens, hein, en dehors des éléments plus structurants évoqués précédemment, et notamment le manque de motivation. Je sais qu'il faudra arrêter de fumer, je suis parfaitement au courant, mais bon, c'est quand même sympa de fumer. Donc je ne le fais pas, je n'ai pas la motivation suffisante. Le deuxième élément évoqué, les deux éléments évoqués ensuite à un niveau ex aequo sont le manque de temps, ce qui peut recouper à un certain niveau le manque de motivation, et le manque de moyens financiers. On retombe sur ce qu'on disait il y a un instant sur les écarts importants sociologiques qui peuvent exister, et puis le fait que ça représente trop d'efforts, et le contexte familial ou professionnel. Autre élément, on a, s'agissant des actions de prévention, les 3/4 des Français qui disent qu'ils sont prêts à se rendre dans un centre de santé qui organise des actions de prévention, et beaucoup effectuent déjà des actions de prévention. Donc, on a les actions de prévention pour une vaccination,
pour effectuer un bilan de prévention spécifique sur certains cancers, colorectal, col de l'utérus, cancer du sein, ou pour effectuer un check-up, un bilan global de santé. En gros, 45% des Français nous disent qu'ils ont déjà pensé à consulter préventivement un médecin sans avoir de problème particulier de santé à soigner pour ce type de raisons. On a aussi à 27% le dépistage de l'hypertension artérielle, par exemple. Et au total, on arrive aux 3/4 des Français qui nous disent qu'ils ont déjà pensé à le faire. Alors, c'est pas mal, mais ce que l'on réalise, c'est qu'en France comme en Europe, la part de ceux qui effectuent à chaque fois que c'est requis, par un médecin par exemple, de façon assez systématique, les examens de dépistage, notamment du cancer ou des maladies cardiovasculaires qui leur sont demandés, elle est encore très minoritaire. On a seulement 1/3 des personnes interrogées qui nous disent « je fais ces examens à chaque fois que c'est nécessaire ou requis ». Alors, si on se compare, c'est pas si mal. 69% des Français en ont déjà effectué au moins un. Et en comparaison européenne, on est tout à fait dans la plaque, dans la moyenne des pays européens. Et même sur ceux qui le font systématiquement, on est un peu plus nombreux que les autres. Mais enfin, il y a une marge de progression qui est quand même considérable, entre 33% et ne serait-ce que 69%. C'est-à-dire que si on pouvait obtenir que la part de ceux qui effectuent bien ces dépistages, quand on leur demande de les faire, dépasse une majorité ou atteigne les 2/3, on serait pas mal, je pense, et on en est encore loin. Et puis, tout n'est pas parfait non plus, parce que 33% de pratiques systématiques, c'est faible dans l'absolu, et on a de très nombreux Français qui rencontrent des difficultés très concrètes au quotidien pour leur santé. Obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste, c'est la croix et la bannière en France. Quand on fait des comparaisons, alors là, au niveau européen, on est les derniers. On est le pays pour qui c'est le plus difficile d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Et on a quand même, alors même si c'est plutôt porté au crédit de notre système, 44% des Français, près d'1 sur 2, qui a du mal à payer des dépenses de santé qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale ou son assurance. Et ça progresse. On est sur plus 4 points depuis notre dernière mesure d'il y a 3-4 ans. Obtenir un rendez-vous avec un généraliste, c'est plutôt moins difficile en France qu'ailleurs en Europe, mais on a 30% des Français qui nous disent qu'ils ont des difficultés pour cela, et la progression est spectaculaire, plus 7 points. Et se rendre dans un hôpital en cas de problème, c'est plus facile en France qu'ailleurs, semble-t-il, mais on a 1/4 des Français qui nous dit que c'est difficile pour eux, et là aussi, ça progresse de 4 points, donc il y a une détérioration à l'œuvre. J'ajoute pour finir qu'on a près d'1 Français sur 3 qui n'a pas de médecin référent ou qui a des difficultés pour obtenir un rendez-vous avec lui. C'est vrai que c'est un vrai problème. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant référent. Je vais demander une petite réaction à Jean-Michel Le Serre avant de passer la parole à la salle, si vous avez des questions à poser. Et les questions, vous pouvez continuer bien sûr à les poser par visio. J'ai ici ma petite tablette, Jean-Michel Le Serre. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension psychologique. Il faut qu'on fasse attention quand même, pas être trop négatif sur les choses qui vont pas. Et c'est bien de dire que les choses vont bien aussi. Je crois qu'il y a eu un ralentissement de la qualité de vie en bonne santé, notamment avec le Covid. Il y a aussi une marge de progrès qui est un peu plus difficile à obtenir. On a gagné 20 ans d'espérance de vie en 40 ans, et donc c'est un peu plus difficile. Puis il y a quand même le vieillissement de la population qui explique un certain nombre de choses. Donc c'est aussi une conséquence du fait qu'on vit plus longtemps. Je donnerai quand même 2 exemples pour dire que tout va pas si mal que ça. Quand on regarde par décennie, la prévalence du nombre de personnes qui sont en déclin cognitif lié à l'âge, c'est-à-dire d'Alzheimer ou de dégénérescence maculaire liée à l'âge, diminue de décennie en décennie depuis 30 ans. Et donc, on dit qu'il y a de plus en plus d'Alzheimer, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux à être âgés. Et donc, il faut aussi être attentif à ce on ne donne pas que des messages négatifs en disant ça va pas, ça va pas. Moi, quand on me dit des choses trop négatives, à un moment donné, je ferme les oreilles, j'écoute plus rien. Et donc, je crois qu'il y a cette dimension aussi psychologique du discours, enfin, si je peux me permettre. François, là, bon, je vais donner une discours négative. Donc. Non, mais dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, vous montrez effectivement que la motivation vient en un, mais ça peut s'interpréter aussi en regard de ce que vous montrez, là, cette dernière diapositive. C'est que bien sûr, la motivation va dépendre aussi de l'effort qu'il y a à faire pour accéder aux soins. Je reprends l'exemple des mammographies dans ma région, en Nouvelle-Aquitaine. Il y a dans certains territoires 2h30 de route pour la mammographie la plus proche. Et effectivement, il faut être extrêmement motivé par rapport au centre-ville de Bordeaux. Et par rapport à ça, on le voit quand on
on fait de l'aller vers ou que le système de santé se rapproche des personnes, ça fonctionne bien. Pour vous donner des exemples concrets, parce qu'il faut évaluer, comme ça a été dit tout à l'heure pour l'Institut Pasteur, et c'est extrêmement important, en milieu scolaire, quand on fait venir le tabacologue auprès des jeunes, on double la probabilité d'un arrêt de tabac à long terme. Chez les femmes enceintes, on a fait un pilote l'an dernier dans un territoire. Quand on favorise l'accès au sevrage tabagique, plus de 25% de sevrage chez la femme enceinte. Donc il y a vraiment un enjeu, et c'est pour ça que les annonces de ce matin étaient aussi importantes. Si le système de santé s'organise pour et va vers les populations, et n'attend pas qu'on y vienne, et c'est de plus en plus difficile pour plein de raisons, pas de médecins traitants, etc., etc. Mais si le système de santé va vers les populations, qu'elles soient très vulnérables ou moins vulnérables, d'ailleurs, c'est valable pour la population générale, on obtient des résultats. Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, vous parlez d'Alzheimer, mais ou plus globalement, le fait depuis 30-40 ans d'avoir fait et d'organiser le dépistage, la prise en charge de l'hypertension artérielle, etc., il y a eu d'hypercholestérolémie. Enfin, il y a eu d'énormes efforts sur le plan de la prévention cardiovasculaire, mais parce que le système de santé s'en est emparé, parce que les médecins traitants s'en sont emparés, et on voit les résultats. Voilà, c'était pour une touche positive. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? En repérant la personne, une question peut-être pour vous, Gaël Siman. 71% des Français se disent bien informés, mais connaît-on leurs sources d'information ? Est-ce que vous avez une idée de quelles sources on privilégie ? Il y a une source d'information qui est clé pour les Français. Alors, c'est toute source d'information, la télévision, les médias, les réseaux sociaux, évidemment. Mais il y a une source d'information dont on sait qu'elle est absolument clé, qui est le médecin. Et ce que l'on sait sur toutes les études de santé qu'on peut réaliser depuis bientôt une dizaine d'années, c'est que le fait qu'un message soit porté fortement par le médecin a un impact beaucoup plus fort sur les Français, les citoyens et ses patients. Et peut-être que dans les pistes d'amélioration à l'avenir, d'ailleurs, pouvoir davantage informer les médecins, et notamment le généraliste, que ça fait partie de ses missions, que de faire passer ces infos de prévention à ses patients, ce serait un atout considérable pour la prévention. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui, nous vous écoutons. Vous avez la gentillesse de vous nommer et de vous poser votre question. Je crois que bonjour à tous. Merci à la Fondation Pilège d'organiser ces réunions sur la prévention. Je suis professionnel de santé depuis de nombreuses années. Tout le monde ici est convaincu sur l'objectif de la prévention. Donc, essayer de convaincre des gens qui sont déjà convaincus, c'est pas forcément une très bonne idée. Mais on est dans un studio de télévision. Pourquoi n'organiseriez-vous pas un colloque avec la télévision? Demandez à Michel Drucker d'organiser un vivement dimanche sur la prévention. On va lui transmettre. Vous savez qu'il est passionné de médecine et il a consommé récemment pas mal de médecine. Il est dans une famille de médecins. Et c'est un bon élément de prévention. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire de plus et ajouter de plus, c'est que la prévention, les médecins n'ont pas le temps d'en faire. Moi, je suis professionnel de santé et j'en fais régulièrement avec mes patients. Je leur dis même de venir me voir quand ils vont bien et pas quand ils vont mal. C'est de la prévention primaire. Associer l'éducation nationale au ministère de la Santé, c'est essentiel. Alors, il faut commencer à l'école. Question, s'il vous plaît. Ma question, c'est juste des remarques. Ah bon. Je n'ai pas de question en particulier à demander. Je veux simplement dire que depuis de nombreuses années, on doit associer l'éducation à la santé, et donc le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons une session et un représentant justement du ministère, donc on va en parler tout à l'heure. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur, alors on va venir vers vous. Alors, on va terminer cette session, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses à se dire, et on vous garderait bien volontiers. On va vous poser une petite question toute simple, qui va être, si on considérait que l'un et l'autre, vous avez une baguette magique, ou en fonction de ce que vous voyez dans vos sondages, en fonction de ce que vous voyez, vous, sur le terrain, quelle serait la mesure de prévention qui vous paraîtrait répondre le plus à l'attente de la population? Vous avez 2 minutes pour réfléchir. Pendant ce temps-là, nous posons, monsieur, votre question. Oui, bonjour, je suis médecin, je m'appelle Jacques Ferrantino. Je voulais parler, et je pense que monsieur le sait, en tant que nordiste, doit s'en souvenir, il y a presque 30 ans, il y a eu une opération importante qui a duré plusieurs années, qui s'appelait Fleur B Laventie Ville Santé.
avec succès d'ailleurs, avec grand succès, et qui est parti dans les limbes. Et je voulais savoir si on avait recueilli tout ce qui avait été fait à l'époque et si on pouvait s'en resservir comme modèle, car c'était un modèle extraordinairement intéressant et novateur. Jean-Michel Le Serre. Oui, oui, alors, tout à fait, ça continue. Hein. C'est devenu EPOD, puis c'est devenu VIF, vivant en forme. Et donc aujourd'hui, on a des résultats qui sont positifs sur la prévention de l'obésité de l'enfant. Ça diminue la prévalence de l'obésité de l'enfant. Et le modèle qu'on peut en tirer, c'est que ça a été vraiment multi-partenariat. C'est-à-dire que les médecins s'y sont mis, les éducateurs sportifs s'y sont mis, les pharmacies, les collectivités, la restauration, enfin voilà, tout le monde, les parents également. Et grâce à cette mobilisation de tous les intervenants autour de l'enfant, il y a eu quelque chose qui a été positif. Donc c'est la leçon de cette action. Alors, votre idée, vous êtes ministre de la Santé, Gaël Slimane, vous venez d'être nommé, et de la prévention. En 15 secondes, qu'est-ce que vous feriez? En réalité, je ne suis pas ministre de la Santé et je suis sondeur. Donc, moi, Justement, ce qui m'intéresse, plein d'informations que n'a peut-être pas le ministre de la Santé. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que les suivis que je vous ai présentés, ce baromètre qu'on réalise régulièrement avec Ramsay Santé, qu'on puisse observer dans 2 ans, en benchmark européen, eh bien, que tous les indicateurs de connaissance, d'action que l'on a identifiés se soient accentués. Et puis peut-être quand même, comme on le fait parfois, qu'on puisse, je vous le disais tout à l'heure, interroger les médecins et s'assurer que les médecins généralistes, monsieur faisait son intervention tout à l'heure sur le sujet, puissent être porteurs de messages sur le sujet. Après, le reste, ce sont les actions des autorités de santé, et ça, je les maîtrise moins. François, là. Je ne sais pas s'il y a une baguette magique, mais s'il y avait peut-être quelques mots-clés, c'est déjà de passer d'une politique de santé à une santé dans toutes les politiques. Comment faire que les politiques de transport, d'urbanisme, d'éducation soient favorables à la santé. Ceci en complément du virage préventif du système de soins qui est très important. La prévention, c'est ça, c'est la mobilisation du système de soins et c'est la mobilisation des environnements. Et peut-être 3 mots-clés, parce que c'est plus la façon de le faire que ce que l'on fait, c'est la cohérence, et ça, c'est essentiel. Comment, par exemple, on peut aujourd'hui porter une politique des 1000 jours pour la santé des enfants et dégrader les conditions d'accueil en crèche? C'est discohérent et c'est anti-prévention. Deuxièmement, la science. La prévention, ce n'est pas de l'amateurisme et du doigt mouillé, ça repose. Il y a un tombereau de données scientifiques. Il faut aussi évaluer ce qui a été présenté tout à l'heure, ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, on a commencé dans mon équipe à regarder. Plus de 90% des actions de prévention financées en France sont au mieux inefficaces quand elles ne sont pas délétères. Donc ça, c'est un problème. La prévention, c'est aussi sérieux que le soin curatif. Ça repose sur des compétences, ça repose sur des expériences et ça repose sur de la science. Et donc, il est important aussi de faire ce virage scientifique de la prévention. Et 3e mot-clé, c'est la proximité, c'est-à-dire l'adaptation aux spécificités de chacun et de chaque territoire. Il ne faut pas du prêt-à-porter en prévention, il faut du sur-mesure. C'est comme, voilà, et souvent on pense la prévention, c'est comme si le médecin traitant donnait le même traitement à tous ses patients, quelle que soit sa pathologie. Non, la prévention, il y a plein de situations, une diversité de contextes, et pour ça, il faut s'appuyer sur les expertises locales des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, des élus locaux. Il y a des milliers d'initiatives en France, c'est 30 à 40 000 innovations en prévention chaque année. 30 à 40 000 sur le territoire. Comment on les aide à émerger? Comment on les évalue? Comment on les soutient? Et ça sera beaucoup plus efficace, effectivement, qu'une directive ministérielle descendante. C'est de capitaliser là-dessus. Voilà. Votez pour moi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, en tous les cas. Nous allons passer à notre thème suivant, parce qu'en fin de compte, maintenant, on va faire dans du concret. Alors, on nous a paru intéressant de voir que si on passait du collectif, vous pouvez rester encore avec nous un petit peu, si vous voulez, juste le temps de changer. Donc, du collectif à l'individuel, et on a pris un exemple qui paraît relativement simple, mais on va voir qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. C'est dans le cancer et dans le diagnostic précoce du cancer. On se retrouve dans quelques secondes.